Bonjour, merci beaucoup. Je vais faire un petit peu un sacrilège, je vais parler en français. But of course, I will answer in English if you have questions. Je voudrais remercier aux organisateurs, bien entendu, à Steren et à Jocelyn, et aussi à l'association, de m'avoir donné la possibilité d'être aujourd'hui parmi vous. En 1942, Giorgio Della Vita trouva dans la bibliothèque du Vatican un manuscrit contenant quelques sourates du Coran, dont les deux premiers folios, un papier européen comportant une note cryptée en portugais employant le système de substitution monoalphabétique. Dans ce système, je rappelle rapidement, chaque lettre de l'alphabet clair est remplacée par une autre lettre ou par plusieurs associés, par un ou plusieurs chiffres associés, auxquels on ajoute éventuellement des signes conventionnels pris dans une liste dressée en regard de l'alphabet. Il s'agit donc d'un cryptage élémentaire qui cadre bien avec le système employé au Portugal au XVIe siècle, bien moins sophistiqué que celui déjà en vigueur en Castille, à Naples et en France à l'époque. Bien que daté par son auteur anonyme du 9 mai 1565, donc vous voyez en haut, encerclé en rouge, la datation, cette note cryptée décrit de façon rigoureuse et concise un itinéraire de pèlerinage au lieu saint d'Arabie. L'auteur anonyme ayant voyagé au sein de la caravane qui empruntait la route égyptienne du pèlerinage, qui quitta Le Caire le 9 mai 1565 et y retourna en septembre de la même année. La zone parcourue est celle que vous voyez dans l'image. En traversant la péninsule du Sinaï, le texte signale les haltes de Berka, Hadjoud, An-Nakhla et l'arrivée aux portes d'Aqaba le 5 juin. Les pèlerins longèrent ensuite la côte de la mer Rouge en passant par les bourgades de Sheiban, Ayoun el-Esbin, Mouel el-Mihen, El-Lam jusqu'à Yambou, le port de Médine, atteint le 22 juin. Le convoi repartit le 26, gagna ensuite Bedroum le 28, où il fut pris en charge par le Hamir Tabil Tanato, le fonctionnaire ottoman qui dirigeait la caravane à l'approche de la Mecque. Il franchit ensuite les défilés entre El Rebi, port de la mer Rouge et la Mecque, voyagea de nuit pour attendre Bedrounen, où il arriva le 1er juillet. La ville sainte fut en vue le 3 juillet 1565. Une fois le Hajj terminé le 23 juillet, les pèlerins quittèrent la Mecque et retournèrent à Médine, où ils entrèrent le 1er août. Ils y passèrent les 3 jours suivants avant de reprendre la route du Caire le 4 août. L'auteur de l'itinéraire consigna les dates et parfois les heures d'arrivée et le départ de la caravane, donnant ainsi des repères pour évaluer les distances parcourues par celle-ci. Il s'attacha surtout à mentionner les points d'eau potable sur le trajet nord-sud entre El Birka, à proximité du Caire, quand les pèlerins gagnèrent un mois plus tard, le 4 septembre, et la Mecque. Alors, vous voyez ici, voilà, pardon, je vais trop vite, voilà. Son itinéraire sépare les relais en 2 catégories. Ceux qui étaient pourvus d'eau potable, aguada, et ceux qui n'en possédaient pas. Les points d'eau des puits ou des sources étaient inexistants entre Ebirka et Haïrdou et entre ce dernier hameau, Nerl et Aqaba. Entre Aqaba et Moueli, il n'en subsistait que 2 puits à l'époque, dans la grotte de Jétro, donc Chouheib, et Kassab. La route entre Moueli et le petit port d'El-Lam en était dépourvue. Ils étaient tout de même un nombre de 4 entre Albirin et le port de Yambou, mais pas au-delà entre Yambou et Badr.
Après cette énumération, l'auteur anonyme revient par le menu sur quelques étapes mineures. Batnumouren, la route entre Badr et la Mecque, signant ainsi Hada, Badr Unen, Khalassa et Batn Mara. Les dates au Hajj données par l'itinéraire correspondent aux dates réelles du pèlerinage de 1565. De brèves incises, l'une indiquant le lieu où les pèlerins se déshabillaient avant d'arriver à la Mecque, l'autre signalant qu'Yambou était la première localité administrée par le shérif, et une troisième reportant l'arrivée de l'amir auprès de la caravane complète l'information. À la suite de l'itinéraire proprement dit, le document comporte une description succincte de la grande mosquée de la Mecque et de la Kaaba. On apprend ainsi, selon le texte, que la première, vaste et de plan carré, était pourvue de 3 nefs qui soutenaient un plafond en latte de bois teck en assez mauvais état. Les arcades des nefs étaient supportées par des colonnes en marbre, alternant avec des piliers d'une autre pierre. En effet, des 545 colonnes recensées, 301 étaient en marbre et 244 en pierre rouge. L'itinéraire signale 6 minarets, et comme Soliman le Magnifique y ajouta un 7e à la fin de son règne, celui-ci n'avait probablement encore été dressé. Seule la mention des 99 portes est fautive, puisqu'elles étaient 24 en réalité. L'auteur choisit probablement un chiffre symbolique dans la religion musulmane, les 99 noms d'Allah, pour rehausser la dimension allégorique dont on investissait les diverses sections de l'édifice. Finalement, l'itinéraire s'attache à donner les mesures exactes de la Kaaba, dont nous savons qu'elle ne fut pas touchée lors des campagnes de restauration du XVIe. De même, elle ne subit que des réparations mineures pendant l'époque médiévale. Selon le pèlerin anonyme, chaque face, je cite, de la maison d'Abraham, un bâtiment de plan carré, dit-il, mesurait 10 pas, un chiffre qui correspond à peu de choses près aux mesures réelles de l'édifice. L'information est aussi sûre lorsqu'il s'agit de l'évaluation de la taille de la pierre noire enchâssée dans l'angle sud-est de la Kaaba, dont le texte indique qu'elle faisait 1 main de longueur et 1/2 de largeur. L'itinéraire conclut en décrivant avec un certain détail le muret qui entoure la Kaaba. L'auteur de l'itinéraire l'a vu en 1565, entouré de 31 colonnes de métal posées sur des socles en pierre, alternativement blanc et rouge. Il s'agissait en réalité de poteaux métalliques qui furent enlevés du puits. Alors, à qui peut être adressé cet itinéraire qui complète, d'un point de vue des régions visitées d'Arabie, celui de Gregório da Quadra de 1513-1519. Donc, il y a un article dans un volume qui doit être publié, je crois, de 1025 par Roxane Margariti, avec le premier itinéraire, c'est-à-dire l'itinéraire de 1513-1519. Donc celui-ci, c'est un peu la continuation. Il doit y avoir encore un 13e, dont je dirai un mot en conclusion. Et qui a pu être son auteur, puisque Della Vita a uniquement fait la transcription du texte, donc du texte crypté en portugais, mais il n'a pas donné d'alternative sur qui aurait pu être l'auteur. Les destinataires a pu être un haut responsable portugais, probablement l'ambassadeur du Portugal à Rome, ou un agent de ses réseaux de renseignement chargé de lui transmettre l'information. Cela expliquerait la conservation du manuscrit dans les archives du Vatican. Le lien étant très étroit entre les deux institutions, à une époque où l'espionnage portugais en Méditerranée, centralisé à Rome, connaissait un essor remarquable. Les ambassadeurs, qui réceptionnaient les notices des agents éparpillés dans le Levant, accordaient une attention particulière aux nouvelles qui provenaient du Caire. D'autre part, le cryptage du document n'était pas à la portée d'un simple soldat ou d'un matelot.
En tenant compte de la datation de l'itinéraire, on peut admettre d'abord que l'auteur puisse être l'un des captifs de Masca, ou même le chef de ce groupe, João de Lisboa, le capitaine de la forteresse éponyme, réduit en captivité avec sa garnison par l'amiral ottoman Piri Reis lors de l'attaque de 1552. João de Lisboa fut envoyé avec quelques-uns de ses compagnons au Caire en 1553, où il monta ensuite un réseau d'espionnage au service de Jean III du Portugal. Même si l'initiative partit du monarque, habile à tirer profit du statut équivoque des captifs, l'espionnage demeura pour João de Lisboa le moyen de se racheter aux yeux du souverain qui, de surcroît, dota de sa bravoure lors du siège de Mascate. Tout en se défendant d'avoir apostasié, ce dernier achemina vers Lisbonne via Rome des nouvelles précises de la formation et du fonctionnement du réseau qui opérait entre du Caire et à Suez et comptait avec la présence d'agents juifs, parmi lesquels de nouveaux chrétiens ibériques rejudéisés et des coptes. En dépit des médisances qui l'entouraient, et peut-être parce qu'il commença à renseigner pour le compte de la couronne, Jean III entreprit de le faire libérer ainsi qu'à ses compagnons. Les négociations du rachat du groupe débutèrent en 1554 avec l'intervention indirecte de la célèbre nouvelle chrétienne Dona Beatriz de Luna Nassi, qui s'était récemment installée à Istanbul. Dona Beatriz délégua aux tractations l'un de ses intendants qui informait du Caire et trouva l'intermédiaire pour négocier le rachat des captifs. Les démarches n'ont pas abouti, en dépit de l'intervention de Giovanni Lomellini, un patricien de la puissante famille des Lomellini qui opérait depuis Messine et disposait d'un ample réseau d'espionnage en Méditerranée. En 1561, Lourenço Pires de Tavre, nommé ambassadeur à Rome dans la succession de Dom Afonso de Lecastre en 1557, sollicita par cet intendant la charge de consul de la nation portugaise et même l'habit de l'ordre du Christ. Mais la conjoncture n'était pas favorable et João de Lisboa et ses compagnons demeuraient encore en captivité au Caire en fin 1556. Suite au décès du souverain portugais en 1957, le Portugal entra dans une période de transition. En octobre 1560, 2 compagnons de João de Lisboa furent autorisés à voyager jusqu'à Messine pour négocier la libération du groupe de Mascate, c'est-à-dire le capitaine portugais de Mascate et 26 de leurs compagnons. Au départ, les Portugais étaient censés être échangés contre 130 esclaves des sujets ottomans et arabes achetés à Messine. Le pacha du Caire percevait un versement complémentaire. À la fin de l'année, Pinto et Criado, donc les 2 agents, retournèrent à la Rome. Entre-temps, le rachat montait à 2000 cruzados et le montage de l'opération s'avérait peu aisé en raison d'obstacles variés et des prix de l'achat des esclaves destinés à être échangés. En 1561, donc, l'ambassadeur portugais évoquait le coût de l'opération, plus de 2000 ducats, prêtés par le Florentin Luca Giraldi, l'un des plus importants bailleurs de fonds de la couronne du Portugal. Pinto se préparait à retourner à Messine au début de 1561 pour reprendre les négociations de rachat, mais tomba gravement malade et ce fut Criado qui s'en chargea entièrement. Pinto s'embarqua finalement à Messine avec le groupe de captifs à échanger, réduit finalement à 20 Arabes et 10 Turcs, et se rendit au Caire, mais une nouvelle mission lui était assignée. Et c'est ça la partie encore importante. Un temps comme expérimenté, autrement dit, rompu aux pratiques du renseignement, connaissant très bien les affaires du Caire, il fut recommandé par Tavre au pape Pie IV, qui lui confia une mission diplomatique prestigieuse, remettre des messages au Négus d'Abyssinie avec une invitation pour se rendre aux travaux du Concile de Trente. On ne connaît pas l'itinéraire assigné
aux captifs portugais, mais l'ambassadeur portugais à Rome gardait en 1561 l'espoir de lui obtenir un sauf-conduit au Caire, laissez-passer qui devait s'étendre également à une petite escorte de 3 ou 4 personnes de toute confiance. Détail significatif, au cas où Pinto n'obtiendrait pas de sauf-conduit auprès des autorités égyptiennes, son illustre commanditaire et l'ambassadeur portugais lui accordaient carte blanche pour choisir l'identité sous laquelle il allait voyager. Rien ne nous dit qu'il ne quitta pas le Caire déguisé en musulman, d'autant plus qu'il avait vécu à Mascate et au Caire et qu'il connaissait bien l'arabe. Par ailleurs, il connaissait la route et le fonctionnement de la caravane égyptienne, car un de ses esclaves arriva au Caire en provenance de l'Inde le 28 janvier 1561, intégré dans la même caravane, mais via Shir, Aden et Tor. Cependant, d'autres candidats peuvent disputer la paternité de l'itinéraire crypté de 1565. João de Lisboa disparaît de la documentation portugaise au-delà de 1560, mais on peut admettre qu'il survécut, qu'il s'enfuit à la Mecque, toujours en mission d'espionnage au pas, et qu'il rédigea l'itinéraire. Ce qui semble indiscutable, c'est qu'il ne se trouvait plus au Caire en 1560. Le 16 mai de cette même année, l'ambassadeur portugais à Rome écrivait au roi du Portugal, mentionnant ce même serviteur de João de Lisboa et en disant qu'il était resté au Caire et la mission de ce serviteur était de s'introduire à bord d'un bâtiment ottoman au départ d'Alexandrie. Quelques membres du groupe de Mascate ne sont pas restés au Moyen-Orient, même si, entre-temps, ils sont devenus, comme João de Lisboa, des agents de renseignement de la couronne portugaise dans le Levant. Toutefois, nous avons un dernier candidat à la paternité de l'itinéraire crypté. Donc, je revenais ici. Et ce dernier candidat aurait pu être un certain Gonçalo de Araújo, originaire du centre du Portugal, qui fut capturé très jeune par des corsaires ottomans sur la côte de l'Algarve, dans le sud du Portugal, et converti à l'islam, à Belém, Peñón de Vélez de la Gomera, situé à 260 km à l'ouest de Melilla. D'Araújo passa 14 ans de sa vie entre Peñón de Vélez, Alger, Tripoli et Istanbul, en tant qu'homme d'armes et capitaine d'une fuste, fluent en turc et en arabe, disposant d'une connaissance étendue des mœurs en raison de son long contact avec les Turcs, il quitta Istanbul en février 1561, vint à Rome, où il fut recruté comme espion en avril de la même année, avec un salaire substantiel, 30 cruzados, et ses instructions étaient très claires, accompagner le serviteur de Lisboa jusqu'au Caire, reprendre en arrivant à Alexandrie ses anciens habits de Turc et s'informer des itinéraires vers Ormuz par terre, des moussons pour naviguer dans le détroit de la Mecque, des ports en prévision d'un départ par mer, du moment du départ des caravanes vers la Mecque et vers Alep, de façon à bien connaître toutes les routes terrestres, à y choisir celle qui conviendrait le mieux quand il se serait à son tour de partir. Araújo quitta Alexandrie ou le Caire seul en juillet de 1561, car Pinto était encore malade. Sa trace se perd ensuite en Égypte, car il disparaît des correspondances diplomatiques de l'ambassade portugaise à Rome les années suivantes. Et avant de conclure, finalement, où pouvons-nous insérer la longue description du Hajj, manuscrit conservé à la British Library et édité par Hakluyt dans son volume Principal Navigations? Cet itinéraire a été signalé par Buckingham en 1949 dans son volume intitulé Between Islam and Christendom.
Et ce long texte daté de 1599, mais il est vraisemblablement des années 1574-1595, puisqu'il nomme comme sultan régnant à Istanbul Mourad III. Il s'agit donc d'une copie italienne d'une partie d'un texte utilisé dans une traduction anglaise, visible dans le vocabulaire italianisé lorsqu'il s'agit des charges honorifiques et administratives ottomanes. Par exemple, Kasaki pour Aseki, en parlant de la sultane Roxelane, ou par exemple, Çavuş pour Çavuş, par ailleurs, ambassadeur, enfin émissaire. Par ailleurs, le lexique emploie des termes en portugais dont le plus fréquent sont mesquita ou mosquita et non mexia en italien. Buckingham a établi une relation entre cette longue description anonyme et le fameux groupe de Mascate, relation à laquelle nous souscrivons un partir, c'est-à-dire que très probablement, c'est une piste de recherche, divers éléments transmis par les anciens captifs portugais du Caire qui ont réussi à être rachetés et à rejoindre l'Italie furent probablement incorporés dans cette relation. En effet, il y a également des points communs à cette description de la Mecque et de Médine et l'itinéraire anonyme crypté de 1565. Et je dirais même avec l'itinéraire antérieur de Gregorio da Cadre de 1513. Dernier détail, l'intérêt de cet auteur anonyme pour les aspects militaires, la manutention des forteresses, le nombre de pièces exposées, cadre bien avec le profil des captifs du groupe de Mascate, dont l'expérience collective contribua sans doute à sédimenter l'imaginaire portugais et européen, je dirais d'abord ibérique et européen, sur la péninsule arabique et lieu saint de l'islam à l'aube de l'âge moderne. Merci beaucoup.